Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau du Grand Rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos. Bonjour Vincent Jeanbrun. Bonjour. C'est votre grand rendez-vous ce dimanche. Vous êtes ministre de la Ville et du Logement. Comment réagit le ministre que vous êtes à ce qui s'est passé vendredi soir à la mairie de Fresnes? Tir de mortier sur la façade, une vingtaine d'individus encagoulés saccageant les lieux dans cette mairie remportée par un candidat LR. Comment réagit le ministre que vous êtes quand des maires LFI fraîchement élus comme Bali Bagayoko à Saint-Denis demandent aux agents municipaux de prêter allégeance ou annoncent le désarmement progressif de la police et veulent supprimer les caméras de vidéosurveillance? Comment réagit le maire de l'Haye-les-Roses, que vous avez été pendant de longues années avec le traumatisme que vous avez vous-même subi, votre famille aussi, en 2023, lorsque des maires ont dû être escortés de leur défaite, après leur défaite au second tour des municipales, des maires injuriés, invectivés, menacés, parfois chahutés? Le maire de Montcontour, comme on vient de le voir dans les Côtes-d'Armor, lui préfère jeter l'éponge, il a peur pour sa famille. Nous parlerons aussi de votre famille politique, les LR. Quelle stratégie pour le parti et pour la présidentielle? Vous co-signez avec Maud Brejon et 90 responsables du Bloc central une tribune ce matin pour un candidat unique de la droite et du centre. Et puis de votre mission également, Vincent Jeanbrun, protégeant les propriétaires de logements contre les impayés et les squatteurs. Pour vous interroger ce matin, Stéphane Dupont des Échos. Bonjour Stéphane. Bonjour. Et Mathieu Bocoté. Bonjour Mathieu. Bonjour. Commençons cette émission d'abord par cette tentative d'attentat à la Bank of America à Paris la nuit dernière. Attentat déjoué alors qu'un homme qui s'avère être un petit trafiquant, payé quelques centaines d'euros, s'apprêtait à enclencher le dispositif de mise à feu. Il était 3h30 du matin. On imagine bien sûr que cet homme était engagé par d'autres personnes, peut-être en relation avec le conflit au Moyen-Orient. Je remarque que Laurent Nunez salue les équipes de police. Je remarque qu'il fait aussi le lien avec ce conflit en Iran. Écoutez, moi j'attends que tous les éléments soient mis à jour. Mais effectivement, d'abord, moi je peux féliciter toutes les forces de l'ordre qui ont permis de déjouer cet attentat qui aurait pu être extrêmement grave. Il fallait s'y attendre. Le conflit en Iran pose beaucoup de questions et amène effectivement une volonté de vengeance de certains groupes et de certains pays. Et cet attentat peut-être est lié, on le saura dans les jours qui viennent. Donc peut-être que nous ne sommes pas en sécurité, peut-être que ce genre d'attentat va se reproduire parce que c'est l'exemple d'une importation du conflit. Peut-être, Pierre de Villeneuve, que nous sommes sous la menace, mais preuve en est que nous avons été en sécurité puisque les forces de l'ordre, et je veux encore une fois les saluer et les remercier, nous ont protégés de cet attentat. Et Stéphane? Oui, ce conflit-là au Proche-Orient a déjà aussi des répercussions, nous impacte parce qu'il y a des répercussions économiques. On a vu les prix des carburants qui sont en train de flamber, les engrais, on se dit qu'il y aura peut-être des pénuries de plastique, tout ce qui dérive du pétrole. Votre gouvernement a annoncé vendredi soir 70 millions d'aides pour quelques personnes, quelques professions très ciblées pour une période d'un an. On a l'impression d'un mois, pardon. On a l'impression que votre gouvernement est démuni. Il n'y a plus d'argent, on ne peut plus rien faire, quoi. On va laisser les Français se débrouiller tout seuls face à la hausse des... Il y a deux réalités. La première réalité, c'est qu'effectivement, notre pays a beaucoup trop dépensé pendant des dizaines d'années et qu'aujourd'hui, nos moyens sont limités de manière générale pour tous les sujets. Et c'est pour ça qu'il faut absolument redescendre sous le taux du déficit. Ça, c'est une chose. Et ensuite, vous avez cette crise qui, effectivement, a une répercussion extrêmement forte sur un certain nombre de professions. Et là, le gouvernement prend ses responsabilités avec cette première mesure. La première chose, c'est que mes collègues ministres, et en particulier le ministre de l'économie, Roland Lescure, réunit quasiment de manière quotidienne différents groupes de travail pour suivre l'évolution de la crise et ses impacts sur l'économie de notre pays, et propose cet amortisseur, c'est ce premier 70 millions, qui est très limité, vous en conviendrez. Si c'est sur un an, effectivement, c'est limité. Là, c'est 70 millions sur un mois pour permettre aux entreprises les plus fragiles d'être accompagnées. Et encore une fois, comme on ne connaît pas l'évolution de ce conflit et l'évolution de ses répercussions, on suit au jour le jour pour pouvoir apporter les meilleures solutions au jour le jour. Les professionnels sont en contact permanent avec le ministère de l'économie, du budget et la ministre de l'énergie. Et évidemment qu'on est dans un dialogue permanent pour faire en sorte que personne ne fasse faillite à cause de ce... Mais est-ce qu'on a cramé la caisse, comme le disait Valérie Pécresse, qui est de votre parti, lors de la dernière campagne présidentielle? Il n'y a plus d'argent. On a fait le quoi qu'il en coûte. C'est un fait. Ça a été dit, ça a été annoncé. Vous le regrettez? Effectivement, aujourd'hui, vous le regrettez, Vincent Jeanbrun? Il faut qu'on puisse revenir. Les circonstances étaient un peu particulières, vous vous en souvenez. Donc vous le regrettez? Mais aujourd'hui, nous n'avons plus, c'est ce qu'a dit très clairement Maud Brejon, par ailleurs ministre de l'énergie et porte-parole du gouvernement, nous n'avons plus les moyens du quoi qu'il en coûte. Donc on ajuste et on fait au plus précis, de façon, j'allais presque dire chirurgicale. Alors, l'autre grand élément de l'actualité, c'est ce qu'on pourrait appeler la séquence post-municipale, avec des violences qui accompagnent quelquefois, à tout le moins, presque des
des séances d'humiliation qui accompagnent le départ de certains maires qui sont traités comme des parias dans leur propre ville. Il y a aussi le saccage de la mairie de Fresnes qui est dans votre circonscription. Que comprenez-vous de la présente séquence qui, soit sur le mode de l'humiliation, de la violence, nous fait passer un cap dans la brutalisation de la vie politique? Je peux être que d'accord avec l'expression que vous avez. Il y a une brutalisation de la vie politique qui est sidérante, qui est effrayante et qui va nécessiter une réponse extrêmement forte de la part, non pas juste de l'État, mais de 100% de notre société. On ne peut plus tolérer cette violence qui devient une violence naturelle. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est concomitant à la vie politique. Vous savez, ça me rappelle ce qui s'est passé à l'époque dans le foot avec un sport qui réunissait et qui rassemblait, et puis petit à petit qui est devenu parfois un lieu de conflit avec des hooligans, et on ne pouvait plus avoir un match de foot de grands clubs sans que derrière il y ait des violences inouïes. Et bien on a l'impression que c'est en train de toucher la vie politique. Mais vous imaginez que quand moi je vois ces images-là, parce qu'il y a quelque chose d'animal dans cette façon de saccager, de brutaliser. On parlait d'ensauvagement, mais là il y a quelque chose de sauvage dans cette façon d'exprimer une haine, une violence. On ne peut pas le tolérer. La mairie de Fresnes, elle est à moins de 2000 mètres à vol d'oiseau de chez moi. Vous imaginez ce que ça peut représenter pour un territoire comme le nôtre qui avait été tant meurtri par les émeutes de 2023. On se dit que, au fond, on n'a pas encore apporté le remède. Mais il va falloir le faire de manière urgente. Est-ce que la référence à la violence n'est pas une référence incomplète, relevant presque de l'euphémisme? Est-ce qu'on n'est pas devant des violences qu'il faut caractériser? Par exemple, des violences politiques, des violences qu'on pourrait associer à certains courants, des violences d'intimidation. Autrement dit, est-ce qu'il n'y a pas une étape nécessaire de plus à mener dans l'analyse? Mais écoutez, moi je suis prêt évidemment à en débattre parce qu'il va falloir qu'on creuse les causes de tout ça pour justement apporter les réponses. Peut-être qu'il y a quand même deux sujets. Ce que vous évoquez sur ces espèces de scènes d'humiliation publique, on se croirait dans un mauvais épisode de Game of Thrones, vous savez, honte, honte, honte. C'est terriblement humiliant, et là on est clairement sur du militant qui vient essayer d'humilier son adversaire. Mais on ne connaissait pas ça auparavant. On ne connaissait pas ça. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on voit ça désormais? Et probablement que l'hystérisation du débat politique, et avec notamment une force politique qui est la LFI, qui vient traiter tout ce qui n'est pas elle, d'extrémiste, de fasciste, de raciste, ça vient presque légitimer le fait qu'il faut humilier l'adversaire, voilà. puisque de toute façon, vous avez les images là au démoniaque. Blanc-Ménil, par exemple. Hein, c'est terrible. Moi, je pour les téléspectateurs de CNews. Mon soutien voilà. Avec ce maire Thierry Maignan qui se fait invectiver et pourchasser pratiquement par. C'est absolument honteux, et je veux lui adresser évidemment toute mon amitié et tout mon soutien. On voit bien qu'il y a cette volonté d'aller au-delà du débat démocratique pour humilier et meurtrir en réalité. Et vous avez l'air de dire qu'à Fresnes, c'est une autre histoire. À Fresnes, il y aura une enquête. Mais simplement, on a l'impression que c'est moins des militants que des petits délinquants, ou des criminels liés au narcotrafic, qui, eux, là, ont plutôt un message à envoyer de « on est sur un territoire qui est le nôtre, et vous, monsieur le maire, et votre équipe qui arrivez en promettant des caméras de vidéoprotection, en promettant d'armer la police, en promettant plus de sécurité, bref, venir lutter sur notre territoire, eh bien, on essaye de vous intimider. » C'est peut-être. Ils essaient ou ils réussissent? Tout ça crée. Moi, je pense que pour connaître le maire de Fresnes, le nouveau maire qui est un ami et son équipe Christophe Carlier, extrêmement courageuse, il ne va pas se laisser intimider. C'est parce que hier, devant les caméras, il avait l'air quand même assez prudent. Est-ce que, pardonnez-moi, vous avez parlé de la référence de 2023, vous-même, vous avez été attaqué, votre famille a été attaquée, je rappelle les faits. Voiture bélier contre votre domicile. Vous étiez justement en cellule de crise à la mairie pour essayer de voir comment est-ce qu'on allait contraindre les émeutes. Votre femme et vos enfants ont dû faire le mur par-dessus la rambarde du voisin pour fuir. Et aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe à Fresnes, c'est à 2 km de chez vous. J'imagine le traumatisme encore pour vous, pour votre famille, pour vos enfants. Quand le maire de Fresnes, Christophe Carlier, apparaît devant les caméras en disant « Oui, vous savez, il était très très prudent, il n'a pas condamné ces violences », ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a peur lui-même, il a peur des représailles, il a peur pour sa famille? Ce qu'on peut comprendre, Vincent Jeanbrun. On peut distinguer deux choses. Je suis pas du tout en train de mettre une situation délicate sur le tapis. Quand il a ouvert son conseil municipal, il a condamné avec la plus grande fermeté ces actes de violence et il a été extrêmement clair dans son propos en tant que maire. Ensuite, aux caméras, il a été mesuré dans la mesure où il a essayé de montrer que Fresnes, ce n'était pas ça. Que la jeunesse de Fresnes ne se résumait pas à ces voyous qui viennent saccager. Maintenant, vous posez une autre question, c'est est-ce qu'en tant qu'élu, qui nous mettons au service de l'intérêt général, chacun avec nos convictions, nos partis pris. Est-ce qu'on le fait aujourd'hui avec un peu d'inquiétude, avec le fait de se dire, parce qu'il y a un précédent, et notamment avec ce qui nous est arrivé pendant les émeutes, mais c'est arrivé à des
centaines de maires partout sur le territoire qui se sont fait caillasser, leurs maisons incendiées. Ce maire courageux dans les Côtes-d'Armor et qui jette l'éponge, c'est terrifiant comme message pour notre République. Effectivement, il y a une angoisse. Moi, j'ai discuté avec des élus hier qui me disaient, justement parce qu'il y a en plus cette proximité territoriale entre La Île-et-Rose et Fresnes, qui disaient mais est-ce qu'il faut qu'on s'inquiète? Est-ce que vous pensez que ma famille est en danger? Donc bien sûr que ça génère de la peur. Mais figurez-vous que c'est fait pour ça. Mais vous répondez quoi à cette question? Mais moi je leur dis qu'il faut continuer à se battre. Non, mais est-ce que la famille est en danger? Votre famille était en danger? Ma famille était en danger. Est-ce que la sienne l'est aussi? Votre famille était en danger en 2023. Nous sommes en 2026. Ce que dit Mathieu est vrai. C'est-à-dire qu'il s'est passé 3 ans et les mêmes faits se reproduisent. La même inquiétude est là. La famille de votre collègue est en danger? Le fait qu'aujourd'hui, des délinquants, des voyous, n'hésite pas à s'en prendre à des symboles de la République, un hôtel de ville et peut-être par extension à des représentants de la République, c'est un fait et il faut qu'on continue à aller beaucoup plus loin dans la réponse de l'État. Il y a eu une première avancée avec la loi narcotrafic qui était significative. La loi riposte que propose le ministre de l'Intérieur dans les prochains jours au débat au Parlement va être un élément complémentaire extrêmement important. Mais sincèrement, on va continuer aujourd'hui à en parler, Vincent Jeanbrun, parce que le sujet est suffisamment délicat. Est-ce qu'il faut qu'on soit aux côtés des élus beaucoup plus fortement pour que justement on les sécurise et qu'ils se disent on peut être serein dans notre mandat? C'est absolument nécessaire. Et c'est ce qu'on va voir juste après une première pause. Retour sur le plateau du Grand Rendez-vous avec le ministre de la Ville et du Logement, Vincent Jeanbrun. Le diagnostic a été posé, je crois, dans cette première partie d'émission. Vous avez parlé de naturalisation de la violence. C'est extrêmement intéressant et on va y revenir dans un instant. Savoir si c'est la naturalisation de la violence au niveau politique ou est-ce que c'est la naturalisation de la violence sur les images qu'on a vues avec effectivement ces jeunes qui cassent pour le plaisir et avec une forme évidemment voilà, ce sont des conquérants de territoires, pour reprendre le livre de M. Bensoussan, Les territoires perdus de la République. Juste quelques citations, Vincent Jeanbrun, de ministres. Le ministre de l'Intérieur dit c'est une atteinte à notre République. Je note donc atteinte à la République. Le ministre de la Justice, M. Darmanin, parle d'un climat pré-révolutionnaire. Tandis que Bruno Retailleau, lui, estime qu'il ne suffit plus de s'indigner. Il convient maintenant de revoir le système en profondeur. Encore une fois, et on le disait juste avant la pause publicitaire, vous, à La Île-et-Rose, ce qui s'est passé, c'était en 2023, aujourd'hui on est en 2026. On a beau avoir des citations qu'on a vues à l'écran et que j'ai citées pour les auditeurs d'Europe 1. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que fait l'État? Est-ce qu'au niveau de la justice, au niveau pénal, on peut poursuivre des jeunes comme ça? Est-ce qu'on peut stopper la violence ou est-ce que c'est devenu trop tard? Moi, le jour où je pense que c'est trop tard, j'arrête la politique. Donc si je suis là sur votre plateau à répondre à vos questions, c'est parce que je pense qu'il n'est jamais trop tard et qu'on doit toujours, j'allais dire, reprendre l'étendard et continuer le combat. Et comment dans ce cas-là? Si De Gaulle s'était dit c'est trop tard parce que les chars allemands sont déjà dans le pays, eh ben, on ne serait pas là en train de parler français. Donc il y a un moment donné... Je note que vous comparez les chars allemands avec les violences qu'on a connues. C'était un climat de violence extrême et par définition c'est la guerre. Et là on voit effectivement, je reprends les mots de tous ceux que vous avez cités, y compris Gérald Darmanin qui parle de climat pré-insurrectionnel, pré-révolutionnaire. Ce qu'on voit sur ces images où finalement l'adversaire politique est battu et on va aller l'humilier, on est à 2 doigts d'avoir un acte de violence physique contre le battu, c'est extrêmement inquiétant. Et les images qu'on a vues dans la mairie de Fresnes sont tout aussi inquiétantes parce qu'on voit bien qu'il y a des guerres de territoire au grand jour. La petite différence d'ailleurs avec les émeutes de 2023, c'est qu'en général, il fallait attendre 1h du matin, vraiment le cœur de la nuit, pour que les mouvements de violence, ces espèces de black blocs des cités, viennent déferler sur les centres-villes et y attaquer les mairies, les marchés, les bibliothèques. Là, il est 22h et quelques. C'est-à-dire qu'on est encore à 1 heure où, en fait, il y a des voitures qui passent. Donc il y a le sentiment d'impunité en plus de tout ça. Le sentiment d'impunité qui est effrayant. Ils prennent le temps sur le parvis de la mairie, on le voit aussi, avec leur mortier d'artificier. Donc il y a un côté vraiment, on est chez nous. Dans le saccage à l'intérieur de l'hôtel de ville, ils prennent là aussi leur temps, assez méthodiquement, ils cassent, ils essaient de casser. Et donc qu'est-ce qu'on fait? Pardonnez-moi de reprendre la question. Déjà, on riposte, et ça tombe bien puisque c'est le nom du projet de loi du ministre de l'Intérieur qui va apporter un certain nombre de choses. Par exemple, là, ils utilisent des mortiers d'artificier. Là, enfin,
enfin, je dis enfin parce que j'étais maire, j'étais député à venir sur vos plateaux à dire il se passe rien depuis les émeutes de 2023. On s'en souvient. Ça y est, enfin ça arrive. Donc est-ce que c'est trop long? Probablement, je ne peux pas vous dire l'inverse. Mais au moins ça arrive et j'espère que les parlementaires vont pouvoir valider ce texte très vite parce que ça va permettre d'interdire ces mortiers d'artificier et condamner très très fortement leur utilisation. On va enfin, dans les textes qui vont suivre, donner des vraies prérogatives aux polices municipales pour qu'on puisse réagir beaucoup plus fortement. Il y a des enjeux autour des caméras. Enfin, moi, je ne vais pas vous faire tout l'article de ce texte de loi, mais il y a des choses qui arrivent pour qu'on puisse réagir. Ça, c'est le volet sécuritaire. Je pense qu'il faut qu'on aille plus loin encore sur le volet répression pour que la justice se saisisse. Parce que la crainte, finalement, c'est que si ces individus, et je le souhaite et je l'espère de tout mon cœur, sont identifiés, sont arrêtés, il faut que derrière ils soient sanctionnés extrêmement durement. Or, la frustration qu'on avait eue après les émeutes, c'est que vous aviez certains qui s'étaient filmés en train de brûler des mairies. Je pense à la mairie de Villeneuve-le-Roi. Ils se filmaient tout fièrement, ils sont passés devant le juge. Et finalement, ils ont été relâchés. Mais vous considérez que la justice est laxiste, monsieur le ministre, c'est ça? Mon propos n'est pas celui-ci, mais mon propos est de dire qu'il faut que la justice puisse sanctionner des comportements aussi clairs, c'est-à-dire des comportements qui agressent la République et ses représentants. Non, mais est-ce que vous êtes en train de nous dire que la justice n'est pas son travail, là? C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Je vous dis que les décisions de la justice ont pu interroger fortement nos concitoyens, et y compris l'élu que j'étais. Maintenant, les juges, ils jugent dans un cadre de la loi. Donc, si ce cadre de la loi ne nous convient pas, eh bien, c'est au gouvernement et aux parlementaires de le faire évoluer. Il y a l'appréciation du juge et on remarque qu'il y a une doctrine de la justice qui est différente qu'une doctrine des juges dans les années 70. Charge à nous de nous interroger. Probablement que l'État de l'Assemblée nationale aujourd'hui, dans son absence de majorité, fait que ce ne sera pas le moment de la grande révolution de la justice des mineurs, par exemple. Mais vous la souhaitez, cette révolution de la justice? Je pense que le débat parlementaire, le débat présidentiel qui s'annonce dans quasiment un an, on va trancher sur la présidentielle. Il faudra que ce soit au cœur de notre société. On ne peut pas dire à la fois il y a une violence qui est en train de s'installer, presque comme une violence naturelle, qui est en train d'irriguer notre société, et ne pas s'interroger sur la justice des mineurs. Donc, les policiers qui disent, nous on met en garde à vue, mais après les gens sont relâchés, donc le travail est fait pour rien. Ce que je vous raconte sur l'incendie de la mairie de Villeneuve-le-Roi à l'époque des émeutes, c'est ça, c'est-à-dire que l'individu est identifié, il est mis devant la justice, et la justice considère que comme c'est un mineur, qui n'a pas activement participé à allumer le feu, il repart dans sa cité, et vous vous souvenez de l'image absolument folle, le type se filme en selfie, salut, je suis revenu dans ma cité, c'est génial, etc. Sentiment d'impunité totale, c'est inacceptable, les Français ne le comprennent pas, je ne le comprends pas non plus. Donc encore une fois, il va falloir qu'on apporte des réponses d'une grande fermeté. Ça, c'est pour le côté réactif, et puis il faut anticiper pour changer en profondeur. Vous disiez, est-ce que c'est trop tard? C'est s'intéresser à la jeunesse d'aujourd'hui, c'est-à-dire les gamins qui sont dès la maternelle soumis à énormément de violence dans leur quartier, dans leur climat, et qu'on puisse dès ça, c'est le volet pédagogique, éducation. Voilà. Ce que d'ailleurs dit Bruno Retailleau, il dit il faut plus de fermeté en réaction, et il faut aller s'assurer qu'on refasse de tous nos enfants français, sur le sol français, des citoyens français, c'est-à-dire qui aiment la République, qui aiment le drapeau français, et qui soient fiers d'être dans ce pays, et qui n'aient pas envie de se retourner. Je pense que quand on attaque, comme on le voit sur les images de la ville de Fresnes, mais on l'avait vu à l'époque au moment des émeutes, quand on attaque spécifiquement le bâtiment pavoisé plutôt que celui qui ne l'est pas, on veut envoyer un message aux institutions de ce pays, et probablement qu'on ne se sent pas très très fier d'appartenir à la République. Cherchons à comprendre le message. Vous nous dites qu'ils arrivent en se filmant avec des comportements quelquefois de conquérants. Vous dites qu'ils n'aiment pas nécessairement le pays. Ils doivent se sentir à nouveau français ou se sentir français parce que pour l'instant, il y a peut-être une forme de déficit d'identification. Quand on lit ça avec la question de l'échec de l'intégration ou de l'assimilation dans tant et tant de territoires, quand on lit ça aussi peut-être avec une forme de poussée islamiste, et ainsi de suite, une délinquance quelquefois conquérante, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose comme un phénomène plus global qui s'affirme? Mais vous savez, moi je l'ai dit, et d'ailleurs je crois que je l'ai dit à ce micro, moi je n'aime pas la France McDo, c'est-à-dire la France venez comme vous êtes. J'aime la France qui dit, ben voilà, il y a une histoire, il y a un parcours, vous avez le droit de venir de partout. Non, on ne vous regarde pas en fonction de vos origines, votre religion, votre couleur de peau, vos orientations sexuelles. Par contre, on va vous regarder en fonction de votre comportement. Est-ce que quand vous venez dans notre pays, vous avez envie de participer à l'effort collectif pour faire réussir ce pays? Eh bien, c'est ça qu'on doit rappeler à ceux qui arrivent sur notre sol légalement. Est-ce qu'il y a quelquefois, par exemple, des cultures qui s'intègrent moins bien que d'autres? Et à l'école, il faut qu'on puisse affirmer le fait qu'il y a une culture française et qu'il faut la rejoindre. Ça ne veut pas dire effacer ses origines
et sa culture. Moi, je suis d'origine italienne par ma maman. Je suis très fier d'avoir des origines italiennes. Je suis très fier que mes Mais enfants vous êtes de culture européenne, monsieur Jeanbrun. Oui, mais c'est pas le sujet. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'efface pas là d'où on vient, mais on accepte les règles du pays où on arrive. En tout cas, il y en a un qui... C'est quelque chose qui est fondamental. Le sujet qu'on a quand même, est-ce qu'il faudrait prêter allégeance au pays où on arrive pour prendre la formule de la semaine? Laissez répondre le ministre. On a quand même un enjeu, c'est que vous avez aujourd'hui même plus un problème d'intégration d'un flux migratoire. C'est que vous avez des enfants qui naissent sur le sol français, qui vont à l'école de la République française et qui, malgré tout, arrivés à 12, 13, 14 ans, ont envie de prendre, entre guillemets, les armes contre le pays dans lequel ils ont grandi. Donc ça va même au-delà d'une culture X, Y ou Z. C'est qu'à un moment donné, notre système d'intégration n'arrive même pas à intégrer un gamin qui est né sur notre sol. Et donc, collectivement, oui, il faut s'interroger. Et oui, il va falloir changer la méthode, parce que si on ne change pas la méthode, on risque d'avoir des événements de la violence dont on parle depuis le début de cette émission qui vont se répéter. Et quand Gérald Darmanin, à juste titre, dit qu'il y a un climat pré-révolutionnaire, et moi, je le répète depuis 3 ans, donc je ne vais pas changer de discours aujourd'hui, on est en danger à l'échelle sociétale. Mais Vincent Jeanbrun, un pays n'est pas qu'un territoire désincarné. Vous êtes né sur notre sol. J'entends, mais sur ce sol, il faut qu'il y ait un peuple. Si vous naissez dans un territoire où il y a une majorité de la population qui n'est déjà pas intégrée, et si ça s'étale sur 1, 2, 3 générations, le sol ne suffit pas à créer l'identité. Vous avez raison, mais vous savez, l'histoire de France, vous la connaissez très bien. Vous aviez d'un régionalisme, par exemple, qui faisait que certains se sentaient de leur région plus que du pays. Et on a envoyé... Donc la Seine-Saint-Denis, c'est les nouveaux Bretons? Les hussards noirs de la République, non, s'il vous plaît. Les hussards noirs de la République qui ont été, à travers l'école, pardon pour l'expression, mais francisés des peuples plus régionaux. Et en fait, on a créé un État-nation grâce à ça. Et donc, il faut qu'on se pose la question de comment on fait en sorte que l'école, elle se soit vraiment une fabrique à citoyens français ouverts, éclairés, mais heureux et amoureux de leur pays. Notons également d'autres violences à Rieux-la-Pape. Depuis 4 jours, voitures brûlées, dégradations, attaques contre les forces de l'ordre. L'eurodéputé RN Mathieu Vallet a tweeté, envoyé des images glaçantes, confirmées par le syndicat de police Unité, prétextant la blessure d'un jeune par le chien. Voilà ce que dit Mathieu Vallet, d'un policier municipal. Des hordes de voyous sèment le chaos depuis 4 jours. Là aussi, la population ne comprend pas. Et puis, revenons également sur ce maire des Côtes-d'Armor qu'on a évoqué, M. Olivier Pelan. 2 semaines après avoir été élu au premier tour, menace, domicile tagué, voiture rayée. Il dit avoir peur pour sa famille et il abandonne. Là encore, Vincent Jeanbrun, ça vous rappelle quelque chose, bien sûr. C'est effrayant. Mais vous n'avez pas jeté l'éponge. Lui, il jette l'éponge. Est-ce qu'on peut lui en vouloir à ce monsieur Pelan? Je peux pas lui en vouloir, je m'en désespère, mais je peux pas lui en vouloir. Vous savez, moi, je suis passé, j'ai eu l'occasion de le dire et de le raconter, mais par ce moment où j'ai dit à ma femme qui était blessée à l'hôpital, on arrête tout. Parce que, évidemment, que j'ai pas fait de la politique, j'ai pas eu envie de me mettre au service de l'intérêt général pour que mes enfants et ma famille soient attaqués. Et c'est elle qui, encore une fois, ce jour-là, me dit, mais enfin, cette nuit-là, d'ailleurs, c'était en pleine nuit après l'attaque, me dit, il est hors de question qu'on arrête, parce que si on arrête, ils ont gagné. Et c'est pas eux, sans les voyous, les criminels, les assaillants, qui vont décider si oui ou non on continue à habiter dans la maison qui est la nôtre, si oui ou non on arrête la politique, notre engagement. Et elle avait eu cette phrase, elle m'avait dit, si un jour on doit arrêter la politique, c'est parce qu'on l'aura décidé, et pas parce que quelqu'un nous intimidera. Et je dois vous dire que ce soir-là, c'est elle qui a le courage, plus que moi, tellement je suis au fond du trou. Elle qui est passée par-dessus la rambarde, par-dessus la barrière, qui s'est blessée. Mais donc je peux à la fois pas en vouloir à cet élu des Côtes-d'Armor, parce que je le comprends, c'est ce sentiment de... Mais moi, je me suis mis au service d'eux, et puis il y a des fous furieux qui viennent massacrer ma voiture, etc. C'est terrible, et là, pour le coup, il y a une réponse de l'État qui doit être extrêmement ferme. Il faut qu'on mette beaucoup plus de moyens, parce que c'est pas pour protéger un élu plus qu'un citoyen. C'est vraiment pour dire la République ne peut pas rester sans réaction. Bel hommage de Vincent Jeanbrun à Madame Jeanbrun qui a eu ce courage. Et on parle également de la mairie de Saint-Denis dans un instant dans le Grand. Toujours avec le ministre de la Ville et du Logement, Vincent Jeanbrun. Dans un instant, on parlera de M. Bagayoko, le maire de Saint-Denis, et de ses décisions au lendemain de sa prise de fonction à la mairie de Saint-Denis. Mais d'abord, vous vouliez réagir d'un mot sur Rieux-la-Pape. Je parlais de Mathieu Vallet qui avait effectivement tweeté. Et vous connaissez bien ce territoire, cette ville. Je connais bien ce territoire. J'avais l'occasion de m'y rendre aux côtés de Monsieur le maire qui porte un énorme projet de réhabilitation de son quartier. Il y a des gros enjeux. Il y a beaucoup d'argent public qui est mis pour faire de la rénovation urbaine. On casse les bas, on casse les tours pour dessiner un quartier rempli d'espoir et de bien vivre. Et ça,
évidemment, rend fou les délinquants et les criminels qui pensent être les rois de ces quartiers-là, qui les tiennent et qui, depuis des années maintenant, Les narcotrafiquants. brûlent. C'est clairement des narcotrafiquants. Donc là, une fois de plus, on dérange. Qui brûlent systématiquement les engins de chantier parce qu'ils ne veulent pas qu'on améliore le quartier. Parce que si on améliore le quartier et que les habitants sont à nouveau heureux, ils risquent de se détourner de leur mainmise. Et donc on a une guerre contre les narcotrafiquants permanente et on a aujourd'hui des forces de l'ordre qui sont mobilisées juste pour sécuriser des engins de chantier la nuit ou des ouvriers qui font leur travail le jour. Donc, effectivement, Attendez. Il y a des policiers qui font le planton devant un engin de chantier. On en est là. Alors, policiers nationaux, policiers municipaux, mais évidemment, parce que sinon, nous n'arrivons pas à rénover ces quartiers. Et ça justifie le fait, justement, de les rénover. Parce qu'on voit bien que si ça dérange ces délinquants et ces narcotrafiquants, c'est qu'on va dans le bon sens et qu'il faut qu'on casse ces endroits paupérisés et ghettoisés. Alors, l'homme qui s'est illustré le premier cette semaine dans ces violences post-municipales, c'est M. Bagayoko, le maire de Saint-Denis. Premier épisode, le soir de sa victoire, ses militants scandent « Nous sommes tous des enfants de Gaza ». Je n'ai pas vu beaucoup de drapeaux français. Ce même soir où il dit que Saint-Denis, ce n'est pas la ville des rois, mais la ville du peuple avec 150 nationalités différentes. Épisode 2, M. Bagayoko annonce qu'il va désarmer la police. Pourquoi ? Parce que l'utilisation de l'arme des policiers à Saint-Denis, c'est, dit-il, 0,00%, donc ça ne sert à rien. Épisode 3, les policiers apprenant cela se mobilisent, demandent des mutations. Selon les informations d'Europe 1 et de CNews, la moitié de ces 150 policiers de Saint-Denis veulent partir. Épisode 4, M. Bagayoko annonce à des élus et des sympathisants, on le voit sur les images, il annonce que si les agents municipaux ne prêtent pas allégeance, et le mot a fait évidemment beaucoup de bruit à sa politique, alors il n'aura pas d'autre choix que de se séparer de ces agents municipaux. Que dit ce matin le ministre de la Ville et du Logement à M. Bagayoko ? Le ministre, il dit exactement la même chose que ce qu'a dit le ministre du Budget et de la Fonction publique, qui a écrit un courrier, David Amiel évidemment, au maire de Saint-Denis en lui rappelant les fondamentaux des règles de droit de notre République, avec beaucoup de fermeté, et il a bien fait. Et si vous me permettez, l'ancien maire de l'Haye-les-Roses, que j'ai été pendant plus de 10 ans, met en garde ce monsieur sur le fait qu'il risque d'abîmer profondément le lien entre les fonctionnaires qui sont les serviteurs de l'intérêt général et la République française. Parce qu'avec des élus qui tiennent ce discours-là, on a l'impression de revenir dans une forme de féodalisme où il y a effectivement le chef qui vient donner des règles. Le seigneur. Le seigneur qui a servi finalement ces chevaliers. Ça ne marche pas comme ça, c'est pas ça la République Ils n'ont pas française. à prêter allégeance, les agents municipaux, à une politique. À prêter une allégeance à une formation politique ou à un élu, ils prêtent allégeance à la République française. Ils sont des serviteurs de notre pays, de notre nation, et c'est tout leur rôle. Moi j'ai été élu, j'avais évidemment des cadres dans ma mairie qui... politiquement, je pense, ne pensaient pas comme moi, ce qui ne les empêchait pas de faire un travail extraordinaire dans les fonctions qui étaient les leurs et dans la fiche de poste qui était les leurs. Et j'ai été heureux de partager Mais juste sur la fonction du maire, donc, sur la fonction technique, il a le pouvoir de police, le maire, donc il a le pouvoir sur sa police municipale. En gros, il fait ce qu'il veut. C'est le premier magistrat de la ville. Fort heureusement, il ne fait pas ce qu'il veut. Il y a des règles de droit. Et d'ailleurs, un fonctionnaire a l'autorisation de refuser un ordre. C'est ce qui se passe d'ailleurs, ils s'en vont. Alors là, ils s'en vont, mais un fonctionnaire pourrait dire... Non, monsieur le maire, ce que vous me demandez n'est pas possible, n'est pas légal. Je le refuse. C'est-à-dire que je vous demande d'arrêter les LBD et le fonctionnaire peut dire non, moi je garde mon LBD. Non, parce qu'il faut que ce soit effectivement quelque chose qui soit hors la loi. Donc un fonctionnaire a le droit de refuser un ordre qui ne serait pas dans le cadre légal. Par contre, effectivement, le maire a le droit de dire je désarme ma police. À chaque fois que ça a été fait, moi je me souviens de la ville voisine chez moi, dans le Val-de-Marne, de Villejuif, où la nouvelle équipe municipale a dit on désarme les policiers. Effectivement, tous les policiers municipaux. Est-ce que vous appelez, M. Jeanbrun, les policiers municipaux de Saint-Denis à désobéir à M. Bagayoko ? Alors non, parce que justement, comme ils sont fonctionnaires, ils ne doivent pas désobéir. En revanche, je comprends qu'ils aient envie de partir. Ils peuvent refuser un ordre. C'est ce que vous avez dit. Si l'ordre est illégal, s'il est illégal... Qu'est-ce que c'est un ordre illégal, par exemple ? Donnez-moi un exemple. Si l'ordre, c'est d'aller arrêter quelqu'un qui n'a rien fait, par exemple, un maire a le droit, par exemple, de faire ce qu'on appelle l'internement d'office. Si vous avez un fou qui se balade dans les rues, vous avez le pouvoir, c'est un pouvoir important en France, de priver de la liberté cet individu, et vous pouvez envoyer votre police municipale pour le faire. C'est évidemment, si vous faites ça pour des raisons politiques et partisanes, j'espère que les fonctionnaires réagiront en disant « non, je n'ai pas de motif ». Ils peuvent le faire. En revanche, ce qu'il faut que nos concitoyens comprennent, c'est que quand on arme un policier municipal, c'est pas pour faire de lui un cow-boy,
c'est pour faire en sorte qu'ils soient protégés, pour qu'ils soient en sécurité. Vous avez en face de vous des narcotrafiquants qui peuvent vous lancer des chiens dangereux, des pitbulls qui vous foncent dessus. Vous n'arrêtez pas le pitbull avec votre plaque en disant « Regardez, je suis policier municipal, arrêtez s'il vous plaît ». Non, il faut neutraliser la menace. On pense tous à Clarissa Jean-Philippe qui est tristement décédée à Montrouge. Si elle ou son coéquipier avaient été armés, peut-être qu'elle serait toujours parmi nous aujourd'hui. Et donc, on a besoin de protéger nos policiers municipaux. C'est pour ça qu'on les arme. Et le message envoyé par le maire de Saint-Denis, il est terrifiant à plein d'égards. Parce qu'il veut les désarmer, mais il leur a demandé d'arrêter d'aller dans certains quartiers. Donc déjà, ça dit une forme de tolérance, pour ne pas dire de complicité, avec ceux qui aujourd'hui... Vincent Jeanbrun, il y a à minima, ça va au-delà de l'idéologie, à minima, c'est ça que vous êtes en train de nous dire. Morale qui consiste à dire... Bon, il y a des quartiers qui sont tenus par des narcotrafiquants. Quand on envoie la police municipale, ça les gêne. Bon, j'envoie plus la police municipale. Sinon, pourquoi ? J'aimerais qu'il me réponde. Pourquoi est-ce qu'il dit à sa police municipale la question en direct de ce ne matin. Plus aller dans les quartiers et contentez-vous du centre-ville. Quel message est envoyé ? Enfin, on ne peut pas avoir démarré cette interview avec les images de la mairie de Fresnes qui est saccagée et accepter qu'en France, il y ait des élus qui disent bon, on va désormais la police, puis on va leur demander d'aller laisser tranquille certains quartiers. C'est pas possible. Il reste la police nationale, quand même, heureusement à Saint-Denis. Heureusement qu'il reste la police nationale, vous avez raison de le dire. Et je pense qu'il va falloir qu'on soit extrêmement vigilant, parce que je suis très inquiet de l'idéologie qui est diffusée. Justement, au-delà des questions policières qui sont montrées, dans l'idéologie, il y a une formule qui a percé cette semaine, Nouvelle-France. Que vous inspire ce concept de Nouvelle-France qui est brandi pour définir non seulement le projet de LFI, mais apparemment une transformation profonde du pays dont M. Bagayoko se veut l'incarnation? C'est de toute façon la suite logique de tout le discours de M. Mélenchon. Vous vous souvenez de sa créolisation. Là, il inventait des termes pour expliquer qu'il faudrait qu'on oublie d'où on vient, nos racines, et que on soit dans une espèce de wokisme permanent où tout se mélange. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure avec la France McDo, venez comme vous êtes, chacun vit à côté de l'autre sans plus créer de destin commun. C'est évidemment effrayant. Et puis, de toute façon, moi, je le répète souvent, je me souviens de cette interview de M. Bompard, à qui, à l'époque, je crois que c'est Jean-Jacques Bourdin, lui dit, mais au fond, qu'est-ce que vous voulez ? Vous voulez foutre en l'air la République ? Vous voulez foutre en l'air la République ? Et il finit par répondre oui. Et ça, pour moi, tout est dit ce jour-là. C'est-à-dire qu'au fond, il y a ce projet de société porté par la LFI qui consiste à dire on renverse complètement la table et tant pis si ça fait des pots cassés et on va foutre en l'air la République. Mais quand on parle de Nouvelle-France, est-ce que vous sentez que vous êtes invité à y participer ? Écoutez, moi, c'est pas mon sujet. Mais c'est le sujet de la semaine, non ? Non, mais moi j'aime notre pays, j'aime la France. Je me bats pour qu'elle aille mieux parce qu'elle est face à de grandes difficultés, notre belle nation. Et effectivement, il va falloir recréer un creuset commun. Donc le sujet, c'est qu'est-ce qu'on a en partage et pas qu'est-ce qui nous différencie. Ce qui m'a toujours gêné dans le discours wokiste LFI qui consiste à dire on va essentialiser les gens, c'est-à-dire regarder qu'est-ce qu'ils sont par nature. C'est un homme blanc, donc il ne peut pas comprendre les problématiques des soi-disant racisés. Enfin, c'est pas la France, ça, pour moi. La France, elle est universaliste, elle vous regarde dans votre envie de travailler ensemble et d'avoir un destin commun. Alors le destin, c'est aussi la future présidentielle, vous l'avez dit, Vincent Jeanbrun, ça arrive à grands pas et on en parle dans un instant au Grand Rendez-vous. Dernière partie du Grand Rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos avec Vincent Jeanbrun qui d'ailleurs, dans le cadre de la loi Riposte, a tout un dispositif contre les squatteurs et on en parlera en toute fin d'émission. D'abord, la présidentielle, elle arrive, les sondages se multiplient. Dernière en date, un sondage ce matin envisage un second tour Bardella-Philippe avec une courte victoire du maire du Havre dans ce sondage. Vous co-signez ce dimanche une tribune chez nos confrères de la Tribune Dimanche, aux côtés de 90 autres, dont Maud Bréjon. Vous appelez à un candidat unique. Alors, deux questions. Est-ce que c'est la seule solution ? Et est-ce que, selon vous, ça peut marcher ? Moi, je suis convaincu que ça peut marcher parce que c'est au fond aussi un des enseignements de ce municipal. C'est-à-dire que quand les gens responsables et profondément républicains s'unissent, écoutez, les Français sont au rendez-vous et travaillent ensemble. Par contre, quand on part divisé, la sanction ne se fait pas attendre. Et donc oui, ça peut marcher. Ensuite, moi je suis convaincu, comme tous les co-signataires de cette tribune, que nous avons la nécessité
de mettre les égos de nos candidats putatifs, et donc j'allais dire nos chapeaux à plumes, de côté pour travailler à un projet commun. Y compris ceux qui sont partis tout seuls, sans oui, parce primaire, sans rien. il y a déjà plein de candidats. Comment est-ce que vous allez les départager, tous ces gens-là? C'est justement bien un candidat unique, mais comment on le choisit? C'est justement la question qu'on pose. Et en fait, c'est une invitation à leur adresse, chacun étant légitime d'annoncer sa candidature, chacun étant légitime pour la construire, mais on leur dit d'entrée de jeu, attention, nous qui sommes autour de vous, qui vous soutenons naturellement parce qu'on veut la victoire de notre camp, eh bien, il faut dès maintenant vous parler, éviter le piège mortifère de on a une compétition où on dit du mal de l'autre, etc., parce que ça empêche de se rassembler in fine. Et donc, on les invite à se voir, à se parler et à préparer la suite. Parce qu'à la fin de la fin, comme chez Highlander, il ne doit en rester qu'un. Ouais. Ok, mais qui pourrait participer à la primaire? J'adore votre référence, Vincent Jeanbrun. Hein. Chacun sa rêve, comme on dit. Bon, voilà. Pour vous, c'est qui est le meilleur candidat? Vous avez une préférence ou... Mais vous comprenez que l'esprit de la tribune, c'est justement l'inverse de votre question. C'est qu'il ne s'agit pas d'en choisir un d'entrée de jeu et rentrer dans une écurie de l'un ou l'autre. C'est dire, nous, on veut faire gagner... Parce que Pierre mentionnait le sondage. Dans l'intérêt de la France. Édouard Philippe a l'air quand même de se détacher aujourd'hui, comme peut-être pas le candidat naturel, mais celui qui a le plus de chances de l'emporter au second tour. Est-ce que c'est le bon candidat pour vous? Mais vous avez raison de dire que vous avez des candidats qui, aujourd'hui, sont mieux positionnés que d'autres, à la condition d'être le candidat unique. C'est tout le sujet. C'est-à-dire que vous faites le même sondage en disant vous avez... Non, c'est pas ce que je vous dis. Je vous dis qu'on doit trouver une candidature qui puisse rassembler toutes les autres. Parce que si vous avez 3-4 candidats au premier tour, en fait, il n'y a aucun candidat de notre camp au second tour. Donc, quel est le mécanisme de sélection? Écoutez, pour l'instant, ce qu'on veut, c'est que les gens se réunissent et se parlent. Mais qui sont les gens? Les candidats putatifs. Mais il y en a plusieurs. Ah, tout à fait. Donc, on les invite à se parler, puisque cette tribune que nous parce que pour l'instant, ils ne se parlent pas. Vous avez tous les groupes de ce qu'on appelle communément le socle commun qui sont représentés. Et donc, tous les candidats potentiels du socle commun ont vocation à se parler et on leur met aimablement la pression en leur disant attention, nous ne soutiendrons pas les aventures individuelles. Donc maintenant, quelle est la meilleure méthode de départage? J'ai envie de dire, c'est quand même à eux de le décider entre eux. À titre personnel, moi je trouve que la primaire, c'est le pire projet à l'exception de tous les autres. Donc en fait, à un moment donné, c'est pas mal aussi d'avoir un moment de démocratie où on permet à notre candidat d'avoir un souffle. Moi, je me souviens très très bien de celle qui avait conduit François Fillon à être le candidat. Ça l'avait plutôt porté. Et malgré toutes les affaires... et ça, c'est une primaire dans un parti l'élection présidentielle. Non, celle qui avait... C'est un peu élargi, mais là, c'est autre chose. C'était une primaire élargie. Primaire élargie. Mais là, aujourd'hui, une primaire. Donc la question, c'est la question du périmètre. Donc rappelez-vous, les formules deviennent rituelles. Laurent Wauquiez dit une primaire qui va de Darmanin à Knafo. D'autres disent c'est une primaire qui va plutôt de Darmanin à Wauquiez ou je ne sais pas trop qui. Donc vous voyez, ou à Édouard Philippe, que sais-je. Donc jusqu'à qui est le bienvenu? Mais en fait, la question, moi, je la pose pas comme ça. Je pense que c'est quelles sont les valeurs qui sont défendues dans le socle commun en disant voilà, c'est ça le projet qu'on veut faire gagner parce qu'on veut le faire gagner parce qu'on pense qu'il apporte des solutions à la France. Et ensuite, qui se reconnaît globalement dans ce projet-là? Est-ce que c'est possible aujourd'hui? Est-ce que Madame Knafo, qui siège au Parlement européen avec des forces d'extrême droite, se reconnaîtra dans un projet qui est aujourd'hui défendu par le socle commun? J'en doute personnellement. Mais si elle dit je suis candidate, elle veut se joindre à vous. Elle dit je me reconnais dans vos valeurs. On les interprète pas de la même manière, mais je me reconnais dans vos valeurs. Elle est la bienvenue? Est-ce que ça sera la même chose qu'à Paris? Ça me surprendrait beaucoup, mais si tel est le cas, eh bien il faudra regarder comment ça se. Mais elle a ouvert la porte cette semaine. Hein. Comment c'est organisé, et de toute façon c'est les électeurs qui tranchent. Et quand Bruno Retailleau dit cette semaine dans le Figaro, on ne pourra pas avoir un candidat macroniste. Comment est-ce que vous allez réussir à faire l'union avec ces... Est-ce que vous, d'ailleurs, étant dans le gouvernement, est-ce que vous êtes macroniste? Moi, je suis de filiation gaulienne, j'ai toujours été à droite depuis que j'ai une carte, donc je n'ai pas changé. En revanche, dans l'intérêt de la France, j'ai toujours travaillé à ce qu'on rassemble les forces intelligentes, modérées et républicaines. C'est ce qu'on fait dans nos mairies depuis toujours. Et moi, j'ai toujours eu, dans ma majorité municipale, des gens de droite
classiques, UMP à l'époque, LR ensuite, des gens du MoDem, des gens d'Agir, parce qu'on se parle dans l'intérêt du pays. Mais faut arrêter d'être Monsieur Jean-Marc, mais ce que veut dire Bruno Retailleau, c'est que ce qu'on comprend, c'est que lui, il dit qu'il faut qu'il y ait un candidat LR, il faut que notre famille politique soit représentée, il faut que votre famille politique soit représentée. Bruno Retailleau, légitimement, il est dans sa séquence, il a annoncé sa candidature, il a fait des propositions pour que les militants du parti tranchent. Évidemment qu'aujourd'hui, il parle au LR. Mais je suis sûr, parce que c'est quelqu'un d'intelligent, qu'il a bien compris qu'on n'irait pas dans une aventure solitaire, chacun dans son coin. Donc il peut encore changer d'avis, c'est ce que vous dites. Non, je pense qu'il veut être le leader à droite. Ouais. Son droit, il est président du parti. Il y en a d'autres qui le contestent, mais en l'occurrence, c'est son droit. Vous aussi, vous le contestez. Et ensuite, non, mais c'est parce que moi, de toute façon, je suis suspendu. Moi, je suis sur la corde à linge. Justement, c'est peut-être une facilité pour protester. Mais en tout cas, il y a une volonté d'avoir un leadership sur les LR, et ensuite, les LR se rendent bien compte que l'aventure ne pourra pas être solitaire. C'est ce que dit très justement Gérard Larcher. Moi, je ne vous dis pas autre chose aujourd'hui. Il y a un leadership à avoir sur les LR, la droite française classique. Et ensuite, on va discuter avec des alliés potentiels. Il faudra qu'il se rallie à quelqu'un, à Édouard Philippe ensuite. En tout cas, 75% des Français sont contre une primaire élargie. C'est un sondage Odoxa Backbone pour Le Figaro qui irait donc cette primaire de Gabriel Attal à Éric Zemmour. Ce chiffre se met à 71% si on interroge uniquement les sympathisants LR. Donc c'est assez radical ce sondage. Ça veut dire qu'en fait les Français sont pour la liberté de candidature. En fait, encore une fois, le problème de ce sondage, c'est qu'il est posé sur des personnalités. Moi, je préférais toujours le cas. Un sondage, je sais bien, mais le sujet, c'est voilà ce qu'on veut défendre. Voilà ce qu'on veut défendre. Et maintenant, on va choisir l'équipe qui peut porter ce projet. Et est-ce que elle est dirigée c'est par... C'est pas très 5e République, ça. J'ai toujours entendu dire depuis que la 5e République, c'est la rencontre entre un homme et son peuple dans le cadre de l'élection présidentielle, qui est une forme de sacre républicain. C'est vrai. Là, vous présentez les Français comme des Britanniques comme les autres. Mais vous savez, j'aimerais beaucoup qu'on ait un candidat naturel. J'ai un ADN de droite. Vous en voyez pas pour le moment. On n'en a pas capable de se qualifier à coup sûr au second tour et de gagner à coup sûr au second tour. Donc ça nécessite forcément un autre moyen de départage. Alors Vincent Jeanbrun, après le dispositif Jeanbrun qui après le Pinel laissera votre nom dans la postérité, donc ça c'est quand même le sacro-saint des ministres du logement, c'est que vous avez toujours votre nom qui vous suit quelque part pour un dispositif. Ça c'est pour autre chose. Vous vous attaquez aux squatteurs et aux loyers impayés dans le cadre du projet riposte porté par le ministre de l'Intérieur. Juste une question, mardi c'est la fin de la trêve hivernale. Combien d'expulsions cette année ? On va faire le calcul à la fin de la trêve. Les chiffres sont en 24 000 l'année dernière, je crois. Les chiffres sont en augmentation, il y a beaucoup plus d'expulsions, ce qui pose un double sujet. Il y a un vrai sujet de protection de nos locataires. On a des familles françaises fragiles. Et là, je parle de familles de bonne volonté qui essayent de s'en sortir, qui aimeraient pouvoir payer leur loyer rubis sur l'ongle. Et là, il faut poursuivre, ce qu'avait d'ailleurs fait ma prédécesseur Valérie Létard, des mesures d'accompagnement pour qu'on mette en place tous les outils de la solidarité nationale. Je pense notamment à l'accompagnement par des assistantes sociales dès le départ. Mais en même temps, protéger les propriétaires. De l'autre côté, on a un sujet parce qu'il y a aussi plein de propriétaires qui sont très très modestes. Vous avez des petits retraités qui vivent moyennement, du mieux qu'ils peuvent, avec ce petit appartement qu'ils avaient acheté quand ils étaient plus jeunes et qui leur sert de complément de retraite aujourd'hui. Et certains sont mis dans des difficultés majeures quand ils ont des locataires qui ne payent pas, ou pire, évidemment, les squatteurs. Là, je veux le dire très clairement, parce que c'était un de mes engagements quand j'ai été nommé ministre en octobre. On avait dit que la loi de mon prédécesseur, M. Kasbarian, allait être corrigée d'un point de détail, parce qu'il a permis des grandes avancées avec son texte, M. Kasbarian. Mais il y avait un petit point de détail dans la rédaction finale. Un angle mort, c'est que quand vous rentriez dans un logement par Airbnb, par exemple, vous passez 48 heures dans le logement, donc vous êtes rentré légalement. On ne peut plus vous expulser derrière parce que ce n'est pas du squat. Dans le droit français, on considère que ce n'est pas du squat. Il fallait le corriger. Grâce au texte que va proposer le ministre de l'Intérieur, le texte riposte, eh bien, nous allons pouvoir le corriger. Ça, c'est le premier volet. Donc, tous les Airbnb qui arrivent et qui changent les clés et qui ensuite narguent les propriétaires en disant « je suis chez moi, vous ne pouvez rien contre moi », c'est fini. Une fois le texte adopté, c'est fini. Voilà, on s'y était engagé, j'avais pris cet engagement. Il faut encore que le texte soit adopté. Et on verra d'ailleurs la vérité à l'Assemblée nationale de qui vote ce texte. C'est ça, vous comptez bien sûr sur les voix de la France Insoumise. Ce sera un beau révélateur, vous avez raison. Bizarrement, j'ai un petit doute là-dessus. Ça, c'est un premier volet. Et deuxièmement, il y a un sujet beaucoup plus complexe, c'est celui des impayés. Beaucoup plus complexe parce que, comme je le disais, il faut équilibrer la position. Est-ce qu'un mauvais payeur est un squatteur ? En fait,
tout dépend de la façon dont les choses sont faites. Vous avez aujourd'hui des spécialistes, c'est ce qui nous remonte de partout du terrain, qui justement à la veille de la trêve hivernale arrêtent de payer, un mois avant la fin de la trêve hivernale s'en remettent à payer, et globalement qui année après année ne payent pas l'intégralité de leur loyer, mais quasiment une demi-année ou moins. Là, on a quelque chose d'un peu industrialisé, il y a quelque chose où on voit qu'il y a une forme de malveillance derrière, et on n'est pas dans la situation d'une famille modeste qui a un coup dur et qu'il faut qu'on accompagne. C'est pas du tout le même profil. Mais est-ce qu'il ne faut pas restaurer le droit de propriété, tout simplement? Vous êtes chez moi, je voulais quelque chose, vous ne payez pas, vous dégagez. Justement, c'est le sujet que je veux approfondir avec une mission. C'est le Nord-américain de spécialiste. Oui, mais ça a des avantages. Je cite souvent, je sais pas pour lui faire plaisir, le modèle canadien, parce que dans le modèle canadien, il y a une espèce de gagnant-gagnant. On a dit, lui fasse plaisir, il faut dire modèle québécois. C'est vrai que il y a un gagnant-gagnant où en fait la sortie est facilitée. Effectivement, vous ne payez pas, c'est manifeste, et vous sortez beaucoup plus rapidement du logement. En revanche, ça a facilité l'entrée dans le logement parce que moins de demandes de garantie, moins de choses comme ça. Donc, ça peut être du gagnant-gagnant. Bon, les squats, c'est réglé cette année avec, on l'espère, le Parlement qui vote le texte. Et la question des impayés... 49.3 on verra. Je veux croire qu'un texte pareil trouve une majorité à l'Assemblée nationale. C'est beaucoup de cas, ces trucs Airbnb dont vous parliez, là. Il y en a beaucoup. En fait, au-delà du Airbnb, vous avez tout le système de rentrer légalement dans un bien. Vous perdez vos clés dans la rue, on prend vos clés, on rentre dans le logement comme il n'y a pas eu effraction. Aujourd'hui, dans le droit, vous n'êtes pas squatteur. Demain, vous serez squatteur. Et on met ça derrière nous. Et sur les impayés, je continue à travailler pour faire en sorte de protéger les propriétaires. Merci beaucoup, Vincent Jeanbrun, d'avoir été l'invité du Grand Rendez-vous. Très bon dimanche sur Europe 1 et sur CNews.